invité par le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques. Donc, j'aurai le redoutable honneur de faire la dernière communication avant le déjeuner, c'est-à-dire en état d'hypoglycémie. Donc, je sollicite votre indulgence. Donc, la thématique, elle est affichée. Donc, c'est les essais cliniques et précliniques, mais c'est un monde. Donc, je vais traiter surtout la problématique de la transposition des résultats de l'animal à l'homme. Alors, cette problématique repose sur le constat suivant, que dans le développement d'un médicament, on a deux grandes étapes. Il y a une étape qu'on appelle clinique, une étape qu'on appelle préclinique. Je vais commencer par la fin, c'est-à-dire l'étape clinique, qui est l'étape décisive. Avant d'utiliser un médicament chez l'homme, on doit tester chez un sujet humain. Mais cette étape est précédée par ce qu'on appelle la grande étape préclinique, qui repose sur une expérimentation in vivo chez l'animal, mais pas que. On a les études in silico, in vitro, mais on considère quand même que les études in vivo chez l'animal constituent un outil privilégié de cette étape préclinique. Alors, vous avez remarqué qu'il y avait pré, c'est le préfixe. Le préfixe, il est important, on devrait le considérer de manière particulière. D'abord, il y a une importance sémantique dans le sens. Lorsque vous dites préclinique, ça veut dire que le mot que vous utilisez est défini par un autre terme qui est clinique. En d'autres termes, que l'existence même de l'étape préclinique ne se justifie que par la présence de l'étape clinique. C'est-à-dire, si on n'envisage pas d'utiliser chez l'homme, théoriquement, il n'est pas nécessaire d'utiliser chez l'animal. Il y a aussi, dans ce préfixe, une importance chronologique. Parce que dans le français, quand on emploie le mot pré, ça veut dire quelque chose qui vient avant. Et on va constater qu'en réalité, dans les deux sens, sémantique et chronologique, il y a des pièges qu'il faudrait éviter. Parce que dans la littérature maintenant anglo-saxonne, ce n'est pas le mot préclinical qui est utilisé maintenant, c'est le mot non-clinical. Donc, il vaut mieux, et je vous encourage, je m'encourage moi-même d'ailleurs, à commencer parce que je sais des fois aussi d'utiliser le mot préclinique au lieu du mot non-clinique. Pourquoi? Parce que quand vous dites préclinique au sens sémantique, ça dénue toute valeur à votre étude chez l'animal par rapport à l'étude chez l'homme. Alors qu'il y a des résultats intéressants chez l'animal, même s'il n'y a pas une application humaine, surtout en sciences fondamentales. Et deuxième problème, c'est que quand on voit les différentes études précliniques, on voit que chronologiquement, ça déborde aussi sur les phases cliniques. Les phases cliniques sont habituellement divisées en trois, phase 1, phase 2, phase 3. La phase 1, c'est la première administration chez l'homme, un sujet sain, vérifier la tolérance et la cinétique. Et phase 2, généralement, c'est la première administration chez le sujet malade pour commencer à évaluer l'efficacité. On constate qu'il y a certaines études, surtout de courte durée, précliniques, qui peuvent être finalisées avant le début des phases cliniques. Mais il y a certaines études qui continuent bien après, voire même au-delà des phases cliniques, surtout les études de toxicologie de reproduction ou bien de toxicologie chronique. D'accord? Donc, il vaut mieux utiliser le mot non clinical que préclinical. Alors, la problématique qu'on va traiter aujourd'hui, c'est de faire le lien entre ces deux phases, clinique et non clinique ou préclinique. Donc, le problème se pose quand on a des résultats chez l'animal, comment va-t-on les transposer chez l'homme? C'est-à-dire comment va-t-on les exploiter en médecine humaine? Donc, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire maintenant, dans la conférence d'aujourd'hui, quand j'emploierai le mot transposition, je vais entendre deux définitions possibles. Ou bien une démarche rationnelle permettant l'utilisation pertinente des données de l'expérimentation animale dans les essais cliniques, c'est-à-dire comment, de manière logique, scientifiquement fondée, je vais utiliser mon information que m'a donnée l'animal pour l'utiliser lors des essais cliniques. Ou bien, de manière beaucoup plus opératoire, c'est une opération permettant de prévoir, ça c'est important, l'effet pharmacologique ou toxicologique chez l'homme grâce à un résultat expérimental obtenu chez l'animal. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans le piège de la corrélation. Ici, gardez-vous bien dans l'esprit que vous n'avez que la donnée animale. Maintenant, à partir de cette donnée animale et seulement animale, comment je peux prévoir ce qui va arriver chez un être humain? Alors, en quoi consiste l'importance de cette transposition? On peut la résumer en trois volets. Tout d'abord, une importance justificative, c'est-à-dire s'il n'y a pas de transposition possible, la pertinence, la justification de l'essai disparaît. C'est-à-dire si on ne peut pas transposer la donnée de l'animal à l'homme, on ne va pas faire l'essai. De quel essai je parle ici? Le sujet
humain. Non. En réalité, la justification qui va disparaître, c'est la justification de l'essai animal. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Quel que soit X, on doit finir par tester mon médicament chez l'homme. S'il n'y a pas de transposition de l'animal à l'homme, c'est la justification de l'essai chez l'animal qui disparaît, non pas chez l'homme. Est-ce que vous avez compris? C'est un point éthique. Là, oui, un but fondamental. Mais par contre, là, j'ai spécifié dans mon introduction que je parlerai des usages strictement humains en essai clinique. Donc, l'importance aussi, elle peut se manifester dans un volet préparatoire, c'est-à-dire pour faire des essais cliniques chez l'homme sûrs et peu coûteux, pour gagner de l'argent, du temps, de la sécurité et de la précision, je dois exploiter correctement mes données chez l'animal. C'est-à-dire, il y a une importance de justification, même si la justification est établie, il y aura une importance de préparation après. Puis, il y a une importance éthique. La journée d'aujourd'hui est dédiée surtout à l'éthique, donc il ne faut pas oublier ça, avec une double perspective, une perspective animale, une perspective humaine. C'est-à-dire l'éthique du point de vue animal et l'éthique du point de vue humain. Et les deux doivent être intégrés. Comment cela? D'abord, la transposition est considérée comme une garantie de sécurité et d'efficacité chez l'homme. Là, on est dans l'éthique du point de vue humain. Éthiquement, je ne peux pas administrer une substance nouvelle à un être humain si je ne garantis pas un maximum de données de sécurité et d'efficacité avant de l'utiliser. Ça, c'est important. C'est pour cela que je justifie l'utilisation de l'animal. Là, ça repose surtout à une échelle de valeur humaine. La plupart des sociétés humaines considèrent que la vie animale a moins de valeur que la vie humaine. On est bien d'accord? Ce qui fait que éthiquement, je peux moralement sacrifier un animal si le but est de sauver ou de garantir la sécurité humaine. Cela dit, même cette démarche a été remise en cause. Il y a un mouvement récemment qu'on appelle antispéciste, exactement, qui dit tout simplement que la vie animale a strictement la même valeur que la vie humaine. Mais si on est antispéciste, on abandonne l'expérimentation animale. Là, c'est important. Puis, il y a la transposition comme justification de la souffrance humaine, animale. Pardon. Je ne peux justifier la souffrance infligée à l'animal. Et quand je dis souffrance, je ne parle pas de souffrance intense physique. Même l'inconfort de l'expérimentation est une forme de souffrance. Donc, je dois la justifier par cette finalité en médecine humaine. Puis, la transposition comme justification même, et là on a oublié souvent de le dire, l'existence même de l'animal de laboratoire. L'animal de laboratoire, ce n'est pas un animal qui se balade dans la nature que j'ai capturé pour utiliser. J'ai inconsciemment, délibérément, produit cet animal élevé avec des quantités parfois importantes. Et donc, cela doit être justifié même. Et s'il n'y a pas de transposition à l'homme, on ne peut pas justifier cette quantité faramineuse qu'a cité le Dr Abdel tout à l'heure, de 115 millions d'animaux utilisés chaque année. Puis, donc, la transposition et débat sur la finalité. Je l'ai cité maintenant, et Dr Abdel a cité aussi que cette finalité justifie ou non l'utilisation de l'animal. Par exemple, pour un usage cosmétique, même s'il y a une très bonne transposition, il n'y a pas mieux que la peau du lapin pour tester la tolérance des crèmes. Mais maintenant, ça a été remis en cause. Même s'il y a une bonne transposition, la finalité ne justifie pas l'utilisation de l'animal. Maintenant, je vais aborder quelques aspects techniques de la transposition. Alors, je vais diviser mes objectifs en deux grandes étapes. Il y a une étape qui consiste à prévoir la sécurité chez l'homme et il y a un volet qui va permettre de prévoir l'efficacité de mon médicament. Alors, je vais commencer d'abord pour une remarque. Lorsque je dis prévoir, donc je dois faire une prévision. Une prévision, ce n'est pas une certitude. Ce sera juste une hypothèse que je devrais vérifier lors des essais cliniques ou l'expérimentation chez l'homme. Donc, il y a plusieurs démarches en réalité techniques et scientifiques qui nous permettent de transposer le résultat de l'animal à l'homme. Je vais en réalité citer que quelques exemples, mais on va commencer par des exemples liés au volet de la sécurité. Alors, transposition de la sécurité, eh bien, la première étape, c'est de déterminer, en réalité, l'objectif, c'est quoi? C'est de déterminer quelle serait la première dose que je vais utiliser chez l'être humain.
Très important. Je ne peux pas exposer des sujets humains à un risque pour un médicament, par définition, nouvellement utilisé. C'est la première dose. Donc, cette dose est définie sur le thème technique par maximum recommended starting dose, c'est-à-dire la dose de commencement recommandée. D'accord? Ça, c'est l'aspect quantitatif. Il y a l'aspect chronologique, c'est-à-dire je dois prévoir à quelle durée je pourrais utiliser la première fois ce médicament. Alors, la première étape, le préalable chez l'animal, c'est de déterminer cette dose, c'est la non-observed adverse effect level, c'est-à-dire tout simplement, c'est les niveaux caractérisés chez l'animal par l'absence d'effets nocifs. NaOL. Et puis, je vais utiliser une pyramide. Alors, la pyramide, je vais l'utiliser à partir de la base, c'est-à-dire je vais commencer par la première étape préliminaire que j'ai citée, c'est-à-dire déterminer la dose dépourvue d'effets nocifs observables. Puis je vais monter jusqu'à arriver à la dose humaine que je vais utiliser. On va voir ces étapes les unes après les autres. Une fois que j'ai déterminé la dose, c'est-à-dire que chez l'animal, la dose maximale qui n'a produit aucun effet notable, nocif, je vais passer à l'étape qui est très problématique de convertir cette dose à un équivalent humain, c'est-à-dire qui est dépourvu d'effet. Quelle serait cette dose humaine aussi dépourvue d'effet? Alors, pour convertir une dose de l'animal, la démarche la plus simple, la plus utilisée, la plus intuitive, c'est de convertir par expression d'une dose par rapport au poids corporel. D'accord? Je vous un rat dont la dose dépourvue d'effet est de 18 mg, sachant que le poids moyen d'un rat est de 150 mg, ça peut être un peu plus, bien sûr. La question, c'est quelle dose je pourrais envisager si j'ai un être humain de 60 kg? Exactement, ça impliquerait de faire une simple règle de 3. Sauf qu'il ne faut jamais faire ça. Ben oui. C'est vrai. Oui, non, c'est facile, mais le problème, c'est que c'est facile et surtout, c'est utilisé. C'est ça. Alors, surtout à nos jeunes doctorants, ne jamais faire cette démarche qui vous paraît logique. J'ai une dose de 18 mg par kilo chez le rat, il pèse 150, donc j'ai un sujet, donc je vais convertir uniquement par conversion pondérale, à éviter absolument, à proscrire absolument. Est-ce que c'est clair? D'accord. Maintenant, que faire? Alors, idéalement, au lieu d'utiliser le poids, physiologiquement, il est plus pertinent d'utiliser un autre paramètre qui est la surface corporelle. D'ailleurs, même en médecine humaine, on l'utilise. C'est-à-dire pour convertir en réalité la dose interespèce, ce n'est pas le poids que vous devez utiliser, c'est la surface corporelle. En médecine humaine, lorsqu'on est obligé d'utiliser surtout des médicaments à index thérapeutique faible, tels que les anticancéreux, on ne donne jamais la posologie au poids, on la donne en mètres carrés de surface. Sinon, ça impliquerait pour un cancéreux de 60 kg de recevoir 2 fois moins de médicaments qu'un cancéreux de 120 kg. Alors qu'en réalité, la différence physiologique n'est pas du simple odor. C'est la surface corporelle. On va utiliser un facteur de conversion qui va convertir tout simplement la dose en poids en surface corporelle qu'on appelle le KM. Le but est de déterminer ce qu'on appelle la HED, c'est la Human Equivalent Dose. Et la Human Equivalent Dose, elle est donnée par cette formule très simple qui part de la dose par poids chez l'animal en passant par le rapport des doses en surface corporelle pour revenir sur la dose en poids chez l'humain. Alors, sachant que les KM de deux espèces généralement sont constants, ces deux rapports, je peux les exprimer avec un ratio constant de KM. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple, ça sera très très simple. Il vous faut d'abord un tableau qui vous donne les données nécessaires à votre manipulature. Vous avez ici dans la première colonne quelques exemples d'espèces, en commençant par celle qui nous intéresse, qui est l'humain. Gardez toujours à l'esprit que l'humain est une espèce. Oui, bien sûr. Quand on parlera interespèce, ça n'exclut pas bien sûr l'humain. Vous avez les références de poids. Là, c'est vrai qu'on a pris un petit humain. Enfin, je veux dire, une femme pour faire ça. 60 kg. D'accord. Mais si vous changez le poids, vous changez la surface. Il y a un tableau de conversion, il est très facile. D'accord. Et vous avez les surfaces moyennes à côté des poids moyens. Chez un humain, par exemple, c'est 1,62 mètres carrés. Puis,
ce qui vous intéresse ici, c'est le Km, c'est-à-dire le facteur de conversion qui vous fera passer facilement, en utilisant ce facteur, de la dose par poids à la dose par mètre carré. Par exemple, ici, c'est 37, et c'est logique. Au lieu de, vous avez une dose en milligrammes par 60 kg, pour l'avoir en 1,62, c'est un facteur de 37 et le lien entre les deux. D'accord? Sauf que ce facteur diffère d'une espèce à une autre. Par exemple, pour la souris, il est de 3. Pour le rat, il est de 6. D'accord? Oui, mais l'avantage de la surface justement corporelle, que ça englobe aussi la taille. Plus l'animal est de plus grande taille, plus, sauf que la surface n'évolue pas de manière proportionnelle avec le poids. D'accord? C'est exact. Voilà, et donc vous avez tout pour corriger. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rapport des KM. Et sachant que vous avez des ratios, et c'est toujours l'humain qui nous intéresse, le rapport des KM est donné ici. Et donc, pour la souris, c'est 12,3 et pour le rat, c'est 6,2 par exemple. Donc, vous avez, je reprends l'exemple de tout à l'heure, notre rat, avec une dose sans effet de 18 mg par kilo. Quelle serait cette fois-ci, avec utilisant la bonne méthode, pas comme tout à l'heure, de calcul, je revois le sujet, le tableau, pardon. Là, ce qui nous intéresse, c'est de passer du rat à l'humain. Donc, le seul rapport de KM qui nous intéresse, c'est le seul chiffre qu'il vous faut. Vous avez les résultats. Et donc, automatiquement, vous allez diviser la dose. Alors, ça revient au même, ou bien divisé par 6,2, ou bien multiplié par 0,16, c'est exactement la même chose. Et vous avez la dose de 2,9 mg par kilo qui correspond à ce sujet. Donc, quelle serait donc la dose administrée en premier lieu chez ce sujet? Par kilo, vous multipliez fois 60, et donc on tombera sur le chiffre de 174 mg qui sera utilisé. Sauf que il ne faut pas sauter une étape que vous voyez ici, l'application d'un facteur de sécurité. Avec toutes les précautions qu'on a prises dans le calcul de la dose, n'oubliez pas qu'on va passer à l'humain pour une dose pour un médicament inconnu. Donc, je dois faire jouer une sécurité, c'est-à-dire je dois diviser avec un facteur de sécurité qui est généralement de 10. Mais personnellement, j'ai vu des laboratoires pharmaceutiques appliquer des facteurs de 50 et même certains jusqu'à 100. Mais minimum 10, c'est-à-dire il ne faut pas utiliser quelque chose d'inférieur à 10. Et donc, cette dose qu'on a calculée initialement de 174 mg, vous devez la diviser par 10 et tomber sur le chiffre de 7,4 mg. Donc, voilà comment vous avez pu passer d'une dose chez le rat à la dose humaine à utiliser en toute sécurité pour la première fois. Je vais terminer avec la dose. Je vais toucher un petit mot sur les durées d'exposition. Là, je vais reprendre juste un tableau recommandé par l'ICH, International Conference of Harmonization. Vous connaissez. Donc, tout dépend des résultats de la durée d'exposition chez l'animal. Est-ce qu'elle couvre la durée d'exposition attendue chez l'homme? Pour des courtes périodes, ça se rejoint, c'est-à-dire entre 2 semaines et 6 mois. On vous dit tout simplement c'est la même période qui est recommandée que vous prévoyez dans un essai clinique. Par contre, si ça dépasse 6 mois, là, vous stagnez à 6 mois chez les rongeurs et 9 mois pour les espèces non rongeurs. Donc, c'est un simple tableau de conversion. J'en ai terminé pour la première partie, c'est-à-dire la transposition des éléments de sécurité. Un médicament, il doit être sûr, mais il doit être aussi efficace. D'ailleurs, c'est le but même de ça, sur le marché. Alors, comment je vais transposer les éléments de l'efficacité? D'abord, il y a quelques considérations générales. Si on est sûr qu'on a le même mécanisme d'action chez l'animal et l'homme, c'est un facteur de sécurité très important pour assurer l'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut avoir que les mêmes récepteurs, les mêmes enzymes, les mêmes cibles pharmacologiques existent, une confirmation importante. Il y a lié à ce premier point ce qu'on appelle l'effet de classe. Il y a certaines classes de médicaments, il est connu qu'on a une bonne transposition entre l'animal et l'homme. C'est-à-dire lorsque vous allez développer un nouveau médicament qui appartient à une classe ancienne, vous êtes sûr ou quasiment sûr que vous aurez une transposition adéquate de l'animal à l'homme s'il appartient bien sûr à une classe connue comme étant dotée d'une bonne transposition.
Troisième élément, c'est le choix de la forme et de la voie d'administration. Vous devez transposer ça aussi chez l'homme en fonction de ce que vous avez vu chez l'animal. Un exemple simple, si vous avez une molécule ou bien une préparation pharmaceutique qui a été bien absorbée chez l'animal, surtout des rongeurs ou bien des mammifères supérieurs, donc vous avez toutes les raisons de penser que ça sera aussi bien absorbé par voie orale chez l'humain. D'accord? Sauf que ça ne nous lance pas la problématique de la dose. C'est-à-dire, vous avez testé votre préparation, que ce soit une plante, un extrait quelconque chez l'animal, vous avez une dose efficace et vous vous dites maintenant quelle serait la dose efficace chez l'homme. Alors, pour le choix de la dose efficace, l'exemple de tout à l'heure, j'espère que vous l'avez bien intégré, il n'est plus question de faire des conversions pondérales pour la sécurité, mais aussi pour l'efficacité. Il y a plusieurs approches possibles. Ça dépend de plusieurs paramètres, surtout la nature de l'effet et le type de modèle déjà animal que vous avez utilisé. C'est clair que lorsque vous avez cité tout à l'heure les différentes classes de modèles, M. Abdelli, c'est les modèles prédictifs qui nous offrent les meilleures chances de transposition et non pas les modèles explicatifs ou bien de l'isomorphie. D'accord? Si vous avez un modèle prédictif, c'est-à-dire il a été conçu spécialement parce qu'il y a une bonne transposition du résultat de l'animal à l'homme, c'est clair que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à transposer les doses que celles que vous avez obtenues dans des modèles qui ne sont pas très prédictifs. Alors, je vous donne juste un exemple d'approche recommandé par la FDA. Donc, c'est l'Agence américaine de santé de veille sanitaire, c'est la Food and Drug Administration, qui a donné une ligne de conduite pour l'exploitation justement des résultats animaux dans le développement pharmaceutique. Vous avez testé plusieurs doses de votre molécule ou de votre extrait et vous avez une courbe que, comme a montré tout à l'heure Dr Abdelnour, pour les courbes toxicologiques ou bien pharmacologiques, généralement, si vous avez des coordonnées logarithmiques, vous obtenez ce qu'on appelle une sigmoïde, d'accord, qui se termine par un plateau. Donc, vous avez plusieurs doses qui vont servir à faire une courbe effet-dose. Maintenant, la question qui se pose, avant de prévoir la dose chez l'homme, quelle est la dose efficace chez l'animal que vous allez prendre comme référence? Je vous donne dans cette courbe 4 exemples de doses, A, B, C et D. Et je vous pose la question, à votre avis, laquelle des 4 je devrais l'utiliser comme référence de dose efficace chez l'animal? C. Pour quelle raison? En fait, autant que je vous dise, C, c'est la bonne réponse. Oui, grave. Comment? On n'attend pas le truc. Le temps. Est-ce que A était efficace? La réponse oui. Exactement. C'est la dose qui a donné, la plus faible dose qui a donné l'effet maximal. Très bien. C'est la plus faible dose qui doit être prise comme référence avant de faire la transposition. Donc, bravo pour la bonne réponse. C'est C. Maintenant, deuxième étape, c'est établir ce qu'on appelle le rapport ER, rapport effet-exposition. D'accord? En règle générale, pour obtenir ce rapport, il faut coupler votre dose avec un paramètre exposition, qui est généralement un paramètre pharmacocinétique. En d'autres termes, cet effet maximal que vous avez observé avec cette dose C, il a été obtenu avec quelle concentration plasmatique ou bien quel AUC ou bien quelle concentration minimale. C'est-à-dire vous avez couplé un paramètre dynamique avec un paramètre cinétique. D'accord? Une fois que vous avez fait ce couplage, et on remarque, ce couplage ne peut être fait que si, à l'avance, vous avez une bonne corrélation entre la cinétique et la dynamique, parce que ce n'est pas le cas de tous les médicaments, vous allez faire la démarche inverse chez l'homme, c'est-à-dire repose sur le résultat pharmacocinétique après administration de doses tolérées chez l'homme. C'est-à-dire dans la phase 1, lorsqu'on a testé, si vous vous souvenez, le médicament pour la première fois chez l'homme, on a vu sa tolérance et on a vu sa cinétique. Donc, j'ai une idée sur la pharmacocinétique du médicament chez l'homme. Donc, maintenant, j'ai un rapport concentration-effet chez l'animal. J'ai maintenant la concentration chez l'homme. Donc, je peux déduire quelle est la dose qui me donnera la même proportion cinétique pour donner éventuellement le même effet.
Donc, dans l'essai de phase 1, la pharmacocinétique. Voilà, donc, il n'y a pas de problème de sécurité parce qu'en phase 1, on a des doses tolérées par l'humain. D'accord? Donc, choisir une dose humaine responsable d'une exposition similaire, c'est-à-dire qu'il y a le même paramètre pharmacocinétique d'exposition que j'ai observé chez l'animal. Et je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple du cas le plus favorable. Il est donné par cette schématique. Ça vous paraît compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Vous voyez un truc raturé. C'est l'ensemble des concentrations cinétiques chez l'homme que j'ai obtenu lors de mon essai clinique de phase 1. C'est-à-dire, lorsque j'ai administré une faible dose, j'ai eu cette courbe. La dose la plus forte a donné cette courbe. Donc, toutes les doses que j'ai utilisées, ça a été dans cet intervalle-là. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est l'évolution du médicament chez l'homme. Et là, en bas, j'ai les courbes individuelles des animaux qui ont reçu cette dose efficace dont j'ai parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous constatez? Là, c'est la cinétique après dose efficace chez l'animal. Que toutes les cinétiques individuelles efficaces chez l'animal ont donné des concentrations plasmatiques inférieures aux doses tolérées chez l'homme. Et là, c'est le cas le plus favorable. Ça veut dire quoi? Utilisez n'importe quelle dose tolérée chez l'homme, vous aurez des concentrations supérieures à celles qui étaient nécessaires pour donner un effet efficace. Et donc, la transposition ici, elle est très, très simple. Vous allez prendre uniquement une concentration raisonnable. Parce que le problème ici, c'est que vous avez un double défi. Un défi de la sécurité, c'est clair, mais votre dose doit être efficace. Sinon, on va perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, il faut choisir éventuellement la première dose qui va donner un bon effet chez l'homme. Deuxième exemple, ça c'est le cas défavorable. Regardez, les concentrations plasmatiques chez l'homme n'atteignent pas la plupart des effets cinétiques responsables de l'efficacité de la molécule chez l'animal. Là, je suis très embêté. Il est quasiment impossible de faire une transposition en toute sécurité parce que quelle que soit la cinétique que je vais choisir comme dose tolérée chez l'homme, risque de donner un échec thérapeutique. Elle est inférieure à la cinétique efficace chez l'animal. Voilà, mais c'est vraiment un exemple parmi beaucoup d'autres des démarches rationnelles de transposition. Donc, vu le temps, j'ai choisi quelques exemples. Donc, l'inconvénient, c'est de transposer des doses animales à l'homme en utilisant un paramètre cinétique, ce qui n'est pas toujours évident. Et ça peut nous jouer des tours. Si vous utilisez un paramètre tel que l'AUC, c'est-à-dire l'air sous la courbe, c'est-à-dire l'intégrale de toutes les concentrations plasmatiques, regardez cet exemple-là. J'ai donné une dose humaine, ça m'a donné cette courbe-là. Avec l'équivalent AUC de la dose animale, ça m'a donné cette courbe-là. Sachez que les deux courbes ont les mêmes values, c'est-à-dire l'intégrale est la même. Mais vous avez vu le comportement, il est très différent. La concentration maximale chez l'animal est nettement plus importante que chez l'homme. C'est-à-dire avoir un paramètre cinétique identique, ça ne veut pas dire avoir une cinétique identique entre l'animal et l'homme. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Je terminerai par quelques conclusions d'ordre général. Donc, la transposition des résultats de l'animal à l'homme est l'une des étapes, comme vous l'avez constaté, parmi les plus délicates lors du développement d'un médicament. Un protocole expérimental chez l'animal doit être choisi, conçu et appliqué en fonction de sa capacité à permettre une transposition. Et c'est là l'importance dans le futur, j'espère, comité d'éthique qu'on pourra instaurer. Parmi les éléments et les paramètres qui jugent de la validité de ce protocole, voire même de son utilité, c'est sa capacité à donner des résultats transposables. Vous ne pouvez pas dire, autant que chercheur, mon but de mon projet de recherche ou de ma thèse, c'est de proposer telle thérapie. Si le résultat que vous avez obtenu chez l'animal n'est pas transposable chez un être humain. Donc, c'est très important. Et enfin, l'importance éthique et pratique de la capacité prédictive d'un essai chez l'animal. Je l'ai déjà cité tout à l'heure. On ne peut pas tester quelque chose chez l'animal en vue de développer un traitement chez l'homme, aussi bien sur le plan éthique que pratique, s'il n'y a pas de transposition possible de l'animal à l'homme. Je vous remercie. Merci, monsieur. Des questions? Merci. Un grand merci pour la présentation. Vous avez donné des choses qu'on ne connaissait pas.
Je voudrais juste, par rapport au paramètre que vous avez expliqué, est-ce que la nature d'un médicament, normalement, elle doit être concernée? Comment on va l'apprécier? La nature du médicament. Est-ce qu'elle rentre dans... Exactement, oui, parce qu'en réalité, bon, je l'ai cité peut-être furtivement, la nature du médicament intervient dans les procédures. La grande différence, c'est déjà la nature du médicament. Est-ce qu'il est destiné à un traitement systémique ou bien un traitement local? Parce que si c'est un traitement local, ce n'est pas la même démarche du tout. La deuxième chose, il y a certains médicaments disons que leur effet est indépendant de leur cinétique, y compris des médicaments administrés par voie orale. C'est-à-dire ils sont absorbés dans le sang et leur effet pharmacologique est indépendant de leur cinétique. Ça arrive pour différentes raisons. Ou bien ils ciblent une région particulière de l'organisme, ou bien ce sont des prodrogues, c'est-à-dire qu'ils sont métabolisés en métabolites qui, eux, seront efficaces. Et donc, ces démarches-là, tous ces critères qu'on vous avez cités doivent être pris en compte dans la procédure de transposition. Que certaines démarches ne sont pas pertinentes en fonction de la nature de tel ou tel médicament. Exactement, vous avez parfaitement raison là-dessus. Si vous me permettez. Vous avez une question à notre cher ami? Oui. Donc, j'ai constaté que vous avez le mathématicien. Le mathématicien, c'est trop dire. Oui, oui. À propos nombre 6 virgule 2, oui. dont vous avez exposé, oui. Donc, vous avez dit que la dose n'est pas proportionnelle au poids, oui. mais elle est liée plus à la surface. Oui. Donc, dans votre tableau, vous avez exposé seulement les poids. Alors, on doit aussi mentionner que le poids n'est pas proportionnel à la surface. Non, non, vous avez parfaitement raison. Peut-être le tableau n'était pas exhaustif. Si je peux remettre le tableau, peut-être ça sera plus clair. Non, mais sa remarque, elle est très, très importante parce que le tableau, il a une limite qu'on va lever tout de suite. Le tableau, oui, ce tableau. Alors, les poids ici sont donnés à titre vraiment indicatif comme poids moyen de l'espèce, alors qu'il y a des variabilités individuelles très importantes. Donc, la surface corporelle qui a été donnée ici, elle aussi a été donnée par rapport au poids exprimé à titre d'exemple. C'est-à-dire le jour où on utilisera des rats qui ont plus de 150 grammes, alors que l'exemple ici, c'est 150 grammes, c'est clair qu'il faudra avoir pour chaque espèce un autre tableau de conversion qui donnera l'évolution de la surface en fonction du poids. Donc, pour chaque individu, on aura un chiffre de poids différent, donc un chiffre de surface différent, une expression posologique différente. Non, pas seulement le poids, mais aussi la force d'air. La taille d'une sphère n'est pas... Non, mais justement, le tableau de conversion du poids vers la surface fait appel à la dimension. Si c'est un être humain, c'est clairement la taille. Maintenant, si c'est un animal, il y aura certainement des paramètres métriques particuliers, mais le raisonnement est, comme vous l'avez dit, exactement la même. Et donc, il faudra faire cette conversion lorsqu'on aura affaire à des poids différents que ce tableau. Oui. Toujours dans le problème de la transposition, est-ce qu'il ne serait pas préférable de prendre en compte le poids de l'organe cible? Si on a une substance qui a la même pharmacocinétique chez l'animal et chez l'homme, est-ce qu'il ne serait pas préférable de prendre en compte l'organe cible, le poids de l'organe cible, par exemple, par rapport au poids de l'individu, et de faire une transposition par rapport à un indice. Organe. J'ai compris le raisonnement ça paraît très, très rationnel. Sauf que là, votre démarche sera très, très, très compliquée par un autre paramètre. C'est la proportion des organes interespèces. Je vous donne un exemple. Parmi les organes les plus ciblés par le médicament, c'est le foie, par exemple. Vous avez, par exemple, un médicament qui cible le foie. Donc, vous essayez de faire une transposition de l'imprégnation hépatique de l'animal par rapport pour prévoir l'imprégnation hépatique chez l'humain. C'est très difficile pour la simple raison
que la proportion du foie chez la souris ou le rat est infiniment plus importante que chez l'homme. D'ailleurs, quand vous faites une simple dissection, c'est évident. C'est-à-dire la dimension que prend le foie chez la souris par rapport, je pense, à un organe aussi volumineux chez l'homme, c'est très différent. Deuxième problème, lorsque vous faites cette démarche, en se basant sur la taille de l'organe, vous négligez le vrai paramètre qui permet l'imprégnation, qui n'est pas la taille, la vascularisation de l'organe. Et donc, vous avez un autre paramètre de complication. L'idée, elle est bonne. Comme beaucoup d'idées bonnes, la mise en œuvre a beaucoup de problèmes. Oui. On peut compléter ce que vous dites. Bon, c'est vrai que le foie joue un rôle important dans tout ce qui est toxification, mais on peut aussi vous utiliser une molécule qui va subir un acide entéro-hépatique. Par définition, vous n'allez pas utiliser le rang. Oui, parce que la sécrétion biliaire n'est pas transposable à l'homme. Oui, Anatomiquement, anatomiquement, les gens ignorent souvent qu'un rat n'a pas de vésicule biliaire, oui, exactement. Oui. Il y a des spécificités anatomiques qui doivent être prises. Exactement. Vous avez parfaitement raison. Donc, si vous me permettez, Oui. je veux juste faire un lien entre les tests de toxicité et les doses. Parce que personnellement, j'avais une manipulation et j'ai fait l'inverse. Donc, j'ai travaillé sur un médicament et bon, la dose, elle est connue chez l'humain. Moi, je fais l'inverse. Oui. J'ai essayé de transposer la dose utilisée pour l'humain pour traiter les reins. Est-ce que du point de vue test toxicologique, donc c'est valable? Parce que je dois comparer l'efficacité d'une molécule par rapport au médicament qui est déjà sur le marché. Alors, est-ce que ça, c'est juste, si on peut dire, de point de vue éthique peut-être je laisserai après Dr Abdelnour s'il y a un commentaire là-dessus, mais juste à titre informatif, en 1973, il y a eu la validation d'un test qu'on appelle de toxicité anormale, qui englobe exactement la même démarche. C'est-à-dire, on a le médicament, on a utilisé chez l'homme avec un facteur aggravant même. C'est la même formule. Exactement. La dose, mais c'est valable uniquement si la toxicité, elle est anormale. Ça veut dire qu'elle est due à une toxicité surajoutée à la molécule. C'est-à-dire, parce qu'on part du principe que la toxicité de la molécule a été déjà étudiée chez l'homme et l'animal avant de le mettre. Maintenant, pour les toxicités surajoutées, dues à une mauvaise condition de conservation, dues à une condition de contamination, cette démarche est possible en passant chez l'animal. Mais à ma connaissance, c'est le seul cas très particulier qui utilise cette démarche inverse de transposition d'une dose humaine à la dose animale, à ma connaissance. Je voudrais une précision par rapport à votre question. C'est plutôt comment transposer une toxicité éventuelle humaine chez votre modèle animal. Non, je veux dire, par exemple, nous avons un médicament déjà sur le marché. Donc, il y a une dose, par exemple, si je dis, moi, une dose de 5, elle est bien définie, la dose. Donc, je vais utiliser, par exemple, moi, j'ai une nouvelle molécule que je fais la comparer par rapport à un médicament de référence qui est sur le marché. Est-ce que je dois passer d'abord par l'étape de toxicité ou bien je peux faire directement, par exemple, transposer la dose qui est la dose efficace chez l'homme, chez le rat, et je commence à partir d'ici. Vous faites une transposition pondérale seulement? Non, par rapport à une formule, il y a une formule inverse. Oui, parce que la formule inverse, c'est envisageable. Oui, parfaitement. Parce que ça sera c'est une transposition de l'homme à l'animal. Ça sera pour l'expérience, pour les références. Voilà, oui. Mais pour dire, par exemple, pour dire que ma molécule, par exemple, elle est plus efficace que la molécule qui est sur le marché, ou elle est plus toxique, mais vous devez avoir un minimum de données sur la nouvelle molécule. Vous les avez chez l'homme ou vous les avez pas? Non, justement, il n'y avait pas la molécule chez l'homme, et je veux la comparer par rapport à. Mais ce qui m'étonnerait peut-être, c'est l'absence. C'est le même principe. Oui, le principe, oui. Mais ce qui m'étonnerait, c'est l'absence de données chez l'animal de la molécule qui a été mise sur le marché. Ce qui existe déjà. Parce que vous avez certainement des données. Le médicament, c'est plus facile maintenant. Un médicament qui est sur le marché, c'est plus facile de trouver la dose
utilisé. Ça fait Chez un l'homme. médicament Oui, des chez années l'homme. 70. Je ne vais pas trouver le détail. Et chez le rat, chez la souris, on va trouver par exemple directement la dose qui est appliquée chez il y a l'homme. certaines publications qui peuvent vous renseigner sur cela. Et c'est vrai, il y a dans beaucoup de cas, moi j'ai la chance d'être formé au laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Tous ces éléments-là, j'accède directement au dossier d'AMM, qui n'est pas nécessairement publié. C'est-à-dire pour ces données de transposition de l'animal à l'homme, ils ne sont pas publiés. C'est normal, les laboratoires pharmaceutiques ne publient pas toutes les informations liées au processus de développement. Un peu sans synthèse. Exactement. Donc on est obligé de faire. Ouais. Mais votre démarche, à défaut de données chez l'animal, peut être justifiée. Question en ligne. Non, il y a une seule question qui a été déjà posée. Oui. Est-ce qu'il y a une procédure de transposition secondaire ou il y a des réponses? Pour la transposition des effets secondaires, c'est une autre piste préclinique qu'on appelle la pharmacologie du cycle. Implique une batterie de tests. L'animal doit recevoir la dose, c'est-à-dire on a fait la transposition, c'est-à-dire on a déjà une idée sur la dose probablement utilisée chez l'homme. On doit faire une batterie de tests par système cardiovasculaire, hormonal et respiratoire pour détecter non pas des effets toxiques proprement dit, mais des effets pharmacodynamiques, c'est-à-dire un changement simple de la physiologie susceptible de donner un effet secondaire chez l'homme. On n'est pas dans la toxicité, on est dans une partie de la pharmaco être donné. Il n'y aura pas un effet délétère, c'est clair, mais il peut être responsable d'un effet qu'on appelle secondaire. Il faut bien savoir de ce qu'on parle. Quand vous dites secondaire, secondaire à quoi? C'est secondaire à quoi? C'est tout simplement un effet pharmacologique en dehors de l'effet principal. L'effet principal, la visée thérapeutique par définition. Tout ce qui modifie la physiologie de manière non thérapeutique, non voulue, est classé comme secondaire. Et ça, c'est l'objet d'une branche du développement préclinique qu'on appelle la pharmacologie de sécurité, qui mériterait même Oui, merci. C'est exactement le même principe qu'a proposé votre ami. Parce que le sang n'oublie pas est un organe. Sur le plan histologique, les principes sont un organe liquide. C'est-à-dire ici, en termes de volume d'organes, vous aurez les mêmes réserves que j'ai expliquées tout à l'heure. Par exemple, si je prends le cas du souris, où le volume total du sang est avoisin des 3 millilitres. Exactement. 3 millilitres en proportion à on a chez nous. Et donc, et encore, mais l'idée intéressante, c'est la transposition de la cinétique. Il y a des médicaments, qui sont appelés des cinétiques monocompartimentales, c'est-à-dire qu'ils utilisent quasiment exclusivement que dans le plasma, qui agissent dans les organes largement vascularisés. Là, il est très important, comme vous l'avez cité, d'avoir une idée sur le volume, parce que la distribution dans le volume est un paramètre important dans la distribution des médicaments. Remercier les uns et les autres. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Merci beaucoup.